Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant, un véritable voyage au cœur de la pensée humaine. On va explorer ensemble comment l'humanité comprend les faits, comment elle construit son savoir, et surtout, on va soulever le capot pour regarder la philosophie qui se cache derrière ce qu'on appelle la science. C'est fou comme on a tendance à prendre toutes nos connaissances modernes pour acquises, n'est-ce pas? Et pourtant, l'histoire de la vérité, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. C'est rempli de débats intenses, de remises en question, de révolutions. Bref, c'est le moment idéal pour observer le monde scientifique sous un tout autre angle. Mais d'abord, posons-nous la vraie question, celle qui empêche les plus grands esprits de dormir depuis des millénaires. Qu'est-ce qui différencie vraiment la connaissance scientifique d'une simple croyance ou même d'une intuition? C'est une distinction absolument vitale. Une croyance, ça peut être profond, ça peut être sincère, mais la science, elle, prétend expliquer le monde réel avec une méthode. Sauf que, c'est quoi cette méthode au juste? Comment est-ce qu'on peut être absolument certain que ce que la science affirme aujourd'hui, c'est la vérité pure et dure, et pas juste une petite théorie temporaire qui sera balayée demain? C'est exactement le cœur de notre exploration du jour. Ok, alors comment on va procéder? C'est très simple, on va décortiquer tout ça en 5 étapes. 1. On va définir ce qu'est l'épistémologie. 2. On verra les fondements de la connaissance. 3. Le grand match entre Popper et Kuhn. 4. Un peu d'anarchisme et d'intérêts sociaux. Et pour finir en beauté, on explorera les limites même de la vérité. On attaque donc directement avec notre première grande partie, qu'est-ce que l'épistémologie? Alors le mot fait un peu peur comme ça, mais concrètement, l'épistémologie, c'est la branche de la philosophie qui étudie la science elle-même. En fait, son but, ça va bien au-delà de la petite expérience en laboratoire. C'est une sorte de méta-analyse. Elle décortique la façon dont la science se justifie, quelle méthode elle utilise et comment elle évolue. Elle ose même questionner les principes de base que la science moderne tient pour évidents. C'est quoi une preuve? Est-ce que nos outils de mesure sont vraiment fiables? Quelles sont les limites de notre cerveau face au mystère de l'univers? En clair, ça nous aide à affiner notre esprit critique et à ne pas tout gober aveuglement. Et ça ne date pas d'hier. Si on remonte un peu le temps, dès l'Antiquité, des pointures comme Platon ou Aristote posaient déjà les bases en séparant bien la logique pure de l'observation. Plus tard, au Moyen Âge, un Thomas d'Aquin essayait de faire cohabiter foi et raison pendant que Roger Bacon préparait le terrain pour la méthode expérimentale. Puis on fait un bond au XIXe siècle avec Auguste Comte et le positivisme. Et là, badaboum, le XXe siècle débarque et renverse la table. Avec la relativité d'Einstein et la folie de la physique quantique, toutes les anciennes certitudes ont volé en éclats. La réalité scientifique est devenue tellement complexe que l'épistémologie a dû totalement se réinventer. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point. Sur quoi reposent les fondements du savoir? Et là, c'est fascinant, parce que ça illustre brillamment comment les plus grands génies ne sont même pas d'accord sur la source même de notre savoir. On a 4 grands courants. D'un côté, le rationalisme, dans certains René Descartes. Pour lui, la connaissance, c'est la logique et la raison avant tout. Le reste, c'est secondaire. À l'opposé total, on a l'empirisme de David Hume. Pour lui, tout, absolument tout, vient de nos sens et de l'expérience. Ensuite, on a le constructivisme de Jean Piaget, qui nous dit qu'en fait, la réalité, c'est nous qui la construisons en interagissant avec le monde. Et enfin, le positivisme d'Auguste Comte, qui lui ne jure que par les faits mesurables, un mix d'expériences et de mathématiques. 4 modèles, 4 visions du monde complètement différentes. Troisième étape, et là on rentre dans le dur. Le débat Popper contre Kuhn. Certainement l'un des affrontements intellectuels les plus captivants de l'histoire moderne. D'un côté du ring, on a Karl Popper et son concept incroyable de falsificabilité. Popper y voyait la science comme une société ouverte, qui avance par essai-erreur. Son idée de génie, c'est de dire qu'une théorie n'est scientifique que si on peut prouver qu'elle est fausse. Le processus est limpide. On trouve un problème, on pond une théorie, on fait des prédictions, on teste avec des expériences, et à la fin, c'est corroboré ou réfuté. Et attention, corroborer, c'est pas prouver pour l'éternité. Prenez l'évolution de Darwin ou la relativité, elles tiennent bon, elles résistent à tous les tests, mais elles restent ouvertes à la critique. C'est ça, la vraie rigueur scientifique pour Popper. Mais de l'autre côté du ring, Thomas Kuhn débarque avec un modèle totalement différent. Oubliez la petite évolution bien sage, lui, il parle de changement de paradigme, de révolution. Pour Kuhn, la science, c'est des longues périodes de science normale où tout le monde suit sagement les mêmes règles. Sauf qu'un jour, des trucs bizarres apparaissent, des anomalies. Les vieilles théories ne marchent plus du tout. Et là, c'est la crise. Cette crise va déclencher une révolution scientifique massive, où une nouvelle vision du monde écrase l'ancienne. C'est exactement ce qui s'est passé quand on est passé d'un univers où la Terre était au centre à un univers centré sur le Soleil. Une vraie tempête.
Alors, le point crucial à retenir ici, c'est ce choc frontal entre deux visions de la progression humaine. Popper, lui, défend l'idée d'un savoir qui s'accumule doucement, prudemment, en éliminant les erreurs une par une. C'est l'évolution. Tandis que Kuhn regarde l'histoire et y voit un joyeux chaos, de grands bouleversements imprévisibles qui redéfinissent toutes les règles du jeu. C'est la révolution. Et le plus fou, c'est que ce débat d'idées continue d'influencer directement la manière dont on juge les avancées technologiques et scientifiques aujourd'hui. Allez, on passe à notre 4e point. Place à l'anarchisme et aux intérêts sociaux, ou quand la science remet en question ses propres règles. Le plus grand rebelle de cette histoire, c'est sans conteste Paul Feyerabend. Son idée, l'anarchisme épistémologique. Feyerabend, il jette carrément le manuel par la fenêtre. Il rejette en bloc l'idée qu'il faudrait obéir à une seule méthode scientifique universelle. Pour lui, les règles trop strictes, ça tue l'innovation. Il explique qu'en fait, si on regarde bien, les plus grandes percées de l'histoire ont été faites par des chercheurs qui ont allègrement ignoré les règles de leur époque. Pensez à un Galilée qui va contre tous les dogmes établis. Pour innover, Feyerabend nous dit qu'il faut un peu de chaos créatif et ne pas hésiter à briser le moule. Dans un autre registre, on trouve l'analyse de Jürgen Habermas qui vient questionner l'idée même de neutralité scientifique. Habermas avance que la recherche n'est jamais faite dans le vide. Elle est toujours, consciemment ou non, poussée par des intérêts économiques ou sociaux. Il a classé tout ça de façon très neutre en 3 catégories. D'abord, l'intérêt technique, qui cherche juste à maîtriser la nature, ce qu'on voit beaucoup dans les sciences dures. Ensuite, l'intérêt pratique, qui veut comprendre la société et la communication humaine. Et enfin, l'intérêt émancipatoire, qui cherche à identifier et déconstruire les rapports de domination. Selon cette vision, la science serait donc toujours profondément ancrée dans des besoins humains. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière grande section, on va parler des limites absolues de la vérité. Finalement, c'est quoi être dans le vrai? Le premier modèle pour y répondre, c'est la théorie de la correspondance. C'est sans doute l'approche la plus intuitive qu'on connaisse. Un truc est vrai s'il correspond exactement aux épreuves physiques et à la réalité qu'on observe. C'est du solide. C'est littéralement la mécanique d'une enquête criminelle dans un tribunal. Est-ce que les empreintes digitales matchent? Est-ce que l'ADN correspond? Est-ce que les témoignages s'alignent avec les faits sur le terrain? Si ça correspond parfaitement à la réalité matérielle, alors c'est vrai. Point final. Mais attention, on a aussi une autre vision des choses, la théorie pragmatique. Et là, la logique est complètement différente. On ne cherche pas forcément à savoir si c'est la vérité absolue de l'univers avec un grand V, on veut juste savoir si ça marche. Si une idée résout un problème concrètement, alors elle est considérée comme vraie par son utilité. C'est une philosophie très présente chez les ingénieurs ou dans la tech. Si une équation permet de construire un pont qui tient debout et qui permet aux voitures de traverser en toute sécurité, eh bien d'un point de vue pragmatique, cette équation, c'est la vérité. Et il y a encore un 3e système, la théorie de la cohérence. Ici, la vérité fonctionne en réseau. Une nouvelle idée est jugée vraie si elle s'imbrique parfaitement, sans aucune contradiction logique, avec tout le tas de connaissances qu'on a déjà validées avant elle. C'est comme un immense puzzle. Si on trouve une nouvelle pièce mais qu'elle contredit totalement les lois de la physique connues, elle va être rejetée, du moins jusqu'à ce qu'elle provoque une fameuse crise de paradigme à la Thomas Kuhn dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, ce qui est vraiment captivant ici, c'est qu'il y a un énorme obstacle qui vient menacer toutes ces théories, notre propre perception. La neuroscience moderne est catégorique là-dessus. Nos sens, nos yeux, nos oreilles, ce ne sont pas des caméras objectives. Notre cerveau passe son temps à interpréter, à filtrer et parfois à nous mentir complètement. Il suffit de regarder n'importe quelle illusion d'optique pour s'en rendre compte. Nos modèles mentaux sont troués de partout. Et ça, c'est un peu le vertige parce que ça veut dire que le seul outil dont on dispose pour analyser le monde extérieur, c'est une machine biologique intrinsèquement biaisée. Bref, tout ça nous amène à une inévitable conclusion. On l'a vu, la méthode scientifique est imparfaite, nos sens nous trompent, et l'histoire nous prouve que même les théories les plus solides finissent parfois par s'écrouler pour laisser place à de la nouveauté. Face à cette nature si fascinante, si imparfaite et toujours en mouvement de notre savoir, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, est-ce qu'on pourra un jour prétendre détenir la vérité absolue, le fameux secret de l'univers? Ou est-ce que la véritable beauté de la science réside justement dans cette traque sans fin? C'est sur cette grande question que se termine notre exploration du jour, de quoi bien faire chauffer les neurones.